Peut-être avez-vous entendu l'histoire de Moïse fendit l'eau de la mer en deux pour que la caravane des Juifs puisse la traverser, puis noya les poursuivants égyptiens. Et que c'est un miracle célèbre dans la Bible catholique. Mais à quel point est-il vrai qu'une personne puisse diviser l'eau de mer en deux? Y a-t-il un coup de main du surnaturel dans tout cela? Nous allons vous aider à déchiffrer cette histoire dans la vidéo d'aujourd'hui. En effet, cette histoire s'est largement répandue sur des milliers d'années. Dans de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques, il est également mentionné comme une puissance de Dieu, exprimée à travers le personnage de Moïse. Moïse était un leader, un prophète et une proclamation de la loi selon la Bible catholique. C'est lui qui a été appelé par Dieu pour sortir le peuple juif de l'esclavage en Égypte. Selon le récit biblique, Moïse était le fils d'une femme juive. Alors que le pharaon donne l'ordre de tuer des garçons juifs, Moïse est accidentellement adopté pour devenir membre de la famille royale égyptienne. Après avoir grandi, il a été appelé par Dieu pour mener à bien une mission pour libérer les Israélites de l'esclavage, traverser la mer Rouge, puis entrer dans le désert et retourner en terre promise. Au cours de son pèlerinage, Moïse a emprunté le pouvoir de Dieu pour accomplir de nombreux miracles, et l'un d'eux consistait à diviser l'eau de mer en deux, afin que le peuple puisse traverser le fond de la mer et atteindre l'autre rive. Dès qu'il débarqua, le poursuivant égyptien venait d'arriver, et à ce moment-là il étendit les mains sur la mer, fermant le mur d'eau pour noyer toute l'armée. Ces miracles n'existent que dans le monde fictif, mais ce qui est étrange, c'est que les océanographes ont trouvé beaucoup de chars, d'ossements de chevaux et d'ossements humains sous la mer Rouge. L'un des nombreux vestiges minéralisés trouvés sur le site de la vieille caravane de Juifs traversant la mer a été examiné par les ostéologues de l'université de Stockholm et s'est avéré être le fémur droit d'un homme de grande taille d'environ 165 à 170 cm. Par conséquent, il existe une théorie selon laquelle il s'agit d'un signe de traversée de la mer par la piste des anciens, ou peut-être que c'est l'armée de Pharaon qui s'est noyée dans la mer en pourchassant le groupe juif. À la lumière de la science, le docteur Parker du Centre océanographique américain a également cherché à expliquer ce mythe. Il pense que c'est le régime spécial des marées, combiné à la compréhension de Moïse de la géographie et de l'astronomie, qui sont la clé d'un plan audacieux. En outre, l'histoire ci-dessus a également fait l'objet de nombreux films épiques, les plus célèbres sont les 10 commandements réalisés par Cecil B. DeMille en 1956 ou Exodus, Gods and Kings du réalisateur Ridley Scott sorti en 2014 tous font référence à ce miracle. Le réalisateur Scott a raconté dans le film Exodus, Gods and Kings l'histoire de l'eau partagée qu'il a exploitée en termes scientifiques au lieu de la voir comme une puissance de Dieu. En conséquence, Scott a expliqué que la capacité de diviser l'eau de mer est due à un tremblement de terre qui conduit à un tsunami, et avant qu'un tsunami ne frappe, les eaux côtières se retirent souvent très loin, laissant un fond marin peu profond. Cependant, l'explication ci-dessus a un problème, le temps nécessaire pour que l'eau se retire avant le tsunami n'était que d'environ 10 à 15 minutes, trop peu pour que toute la caravane juive puisse traverser les fonds marins peu profonds temporaires. De plus, Moïse ne pouvait pas savoir que le tremblement de terre et le tsunami allaient arriver, à moins que Dieu ne le lui ait dit. Bien sûr, cette interprétation à la fois de la science et de la magie convient tout à fait à un film épique comme Exodus, Gods and Kings. Cependant, les scientifiques ont de nombreuses autres explications basées sur la nature pour pouvoir former un chemin temporaire sous la mer Rouge. En conséquence, le point clé, comme le docteur Parker l'a déjà mentionné, ce sont les marées, un phénomène naturel calculé par Moïse, coordonné avec son plan audacieux. Avec cela, Monsieur Moses peut pleinement prédire quand la route apparaîtra. En fait, il existe de nombreux endroits dans le monde où la marée peut être à son plus bas, révélant une bande de terre sur le fond marin, formant un chemin pendant plusieurs heures. Et puis à marée haute, la route disparaît rapidement. En 1798, l'empereur français Napoléon Bonaparte et un groupe de ses soldats traversèrent le golfe de Suez. La partie nord de la mer Rouge est divisée en deux bras par la péninsule du Sinaï formant deux baies, Suez à l'ouest et Aqaba à l'est. On dit aussi que c'est l'endroit où Moïse et son peuple ont traversé la mer Rouge. Ici, à marée basse, s'est formée une bande de terre peu profonde d'environ 1,6 km de long, exposée sous le fond marin, mais la marée a soudainement augmenté, provoquant la noyade de nombreux soldats de Napoléon.
Selon le livre de l'Exode de l'Ancien Testament, les Juifs campèrent 2 fois avant de traverser la mer. La dernière fois, c'était sur la rive ouest du golfe de Suez. À cette époque, la poursuite de l'armée de Pharaon approchait. On pouvait voir de très loin les nuages de poussière provoqués par le convoi. C'était un autre signe important pour Moïse, lui permettant de calculer combien de temps il faudrait à l'armée égyptienne pour atteindre le rivage. De plus, Moïse avait longtemps vécu près des terres sauvages, il savait donc quel endroit de la côte choisir pour que la caravane puisse traverser la mer Rouge à marée basse. Il avait des connaissances en astronomie, observait le ciel nocturne et utilisait des méthodes remontant à l'Antiquité. Il était capable de prédire l'activité des marées en fonction de la position et du degré de rondeur et de déclin de la Lune. En revanche, Pharaon et ses conseillers vivaient le long du Nil, qui se connecte à la Méditerranée, où les marées sont très basses, de quelques centimètres seulement. En conséquence, l'armée de Pharaon en savait probablement très peu sur les marées et ignorait le danger auquel elles étaient confrontées. Devinant quand la marée serait basse, quand la bande de terre en contrebas apparaîtrait et combien de temps elle durerait, et quand elle disparaîtrait soudainement, Moïse pourrait bien avoir un plan pour aider la horde juive à s'échapper. Par conséquent, il a choisi le jour de pleine lune pour la traversée maritime. C'est le moment le plus approprié pour que le groupe ait plus de temps pour traverser la mer. Dans le même temps, c'est aussi le moment où la marée est plus basse que d'habitude, et la marée haute est également plus haute que d'habitude, ce qui convient pour engloutir l'armée du Pharaon. Un timing précis est la clé d'une planification parfaite. Moïse dut calculer que dès que le dernier peuple juif traverserait la bande de terre sous la mer, la marée monterait immédiatement. À cette époque, les poursuivants égyptiens suivaient également de près et tombaient dans le piège tendu. Si la cavalerie et les chars devaient rattraper leur retard avant la marée haute, Moïse aurait préparé un certain nombre de tactiques pour retarder. Inversement, si les poursuivants arrivaient après la marée haute, beaucoup auraient traversé la mer en toute sécurité, et Moïse a pu renvoyer certains de ses hommes au fond de la mer pour attirer les poursuivants afin de s'assurer que leurs adversaires soient détruits. Cependant, la Bible mentionne un autre effet décisif, à savoir les vents forts de l'Est qui soufflent toute la nuit et poussent l'eau sur les côtés. Les physiciens des océans disent que les vents soufflant sur des courants peu profonds repoussent souvent plus d'eau que lorsqu'ils soufflent sur des piscines profondes. Ainsi, cette rafale de vent aléatoire soufflant tout au long de la nuit aiderait à abaisser encore plus le niveau de l'eau, offrant ainsi une opportunité supplémentaire pour le succès du plan de Moïse. Pendant des siècles, on a cru que l'apparition de ce vent était le Saint-Esprit qui intervenait pour aider les gens. Cependant, il n'est pas clair si Moïse était conscient de l'avantage apporté par le vent. Mais une chose est sûre, il considère la prévision des marées comme le facteur décisif. Lorsque Napoléon et ses soldats ont failli se noyer en 1798 à l'extrémité nord du golfe de Suez, le niveau d'eau à marée basse était d'environ 1,5 à 1,8 mètres, ou jusqu'à 2,7 à 3 mètres si le vent souffle dans la bonne direction. Cependant, selon les preuves, le niveau de la mer à l'époque de Moïse était plus élevé que lorsque Napoléon a traversé la mer. En conséquence, le golfe de Suez s'étendra plus au nord et le marnage sera également plus important. Et si cela est vrai, alors quand la marée est haute, le mur d'eau peut engloutir complètement l'armée égyptienne comme le rapporte la Bible. Si tous les progrès de la mise en œuvre du plan de Moïse sont conformes aux théories ci-dessus, il mérite en effet d'être le grand prévisionniste des marées de l'histoire, pas seulement un miracle de Dieu. Peut-être que Dieu a créé un vent fort qui a soufflé toute la nuit pour aider le plan à être plus complet. Mais selon les preuves, il est clair qu'une grande partie du plan esquissé par Moïse était basée sur ses connaissances et son expérience approfondie. L'histoire entière a été écrite par le Dr Parker dans le livre The Power of the Sea, Tsunami, Storm Surges, Rogue Waves and Earthquakes to Predict Disasters. Compte tenu de nos soupçons sur une ancienne civilisation avancée, il n'est pas surprenant que Moïse possédait une connaissance aussi profonde. Qu'en est-il de vos points de vue? Si vous êtes d'accord ou avez d'autres idées, veuillez les partager avec nous dans la section commentaires ci-dessous. Pour l'instant, au revoir et rendez-vous dans la prochaine vidéo.